Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 9h30, on va essayer de commencer pile à l'heure pour une fois, histoire de pouvoir aussi laisser du temps à vos questions et à nos échanges. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur Bordeaux, à l'Athénée, pour cette journée qui a des allures et de premier bilan d'étape, de la mise en place de réponses accompagnées pour tous 6 ans après les premières expérimentations dans notre région, mais également c'est également une mise en perspective d'un certain nombre d'actions, de témoignages, de retours d'expérience qui vont permettre de rendre visible toute la diversité des actions, des outils, des coopérations qui sont mis en place dans le cadre du déploiement de réponses accompagnées pour tous dans notre région. Et je cède immédiatement la parole à Madame Billot, directrice générale adjointe de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, qui va ouvrir et introduire nos travaux. Juste deux petites informations pratiques. Première information, peut-être le remarquez-vous, mais nos débats sont filmés. Donc ça veut dire qu'on aura également une capacité de pouvoir diffuser à l'issue de cette journée nos débats sous forme vidéo. Mais également, ça veut dire que si vous posez des questions, etc., ça veut dire que vous acceptez aussi par là même d'être filmé lors de nos échanges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les personnes qui ont besoin d'une attestation de présence, elle ne sera délivrée qu'à partir du moment où vous avez émargé à l'entrée. Et d'autre part, vous nous envoyez un petit mail au CREAI pour nous demander qu'on vous envoie cette attestation de présence. Donc, si vous en voulez une, si vous en avez besoin, n'oubliez pas d'émarger. Bénédicte me précise naturellement que l'ensemble des diaporamas qui vont être présentés pendant la journée seront également accessibles en ligne dès la fin de la journée, ou pratiquement. Je vous souhaite une bonne journée. Madame Billot, c'est à vous. Bonjour à tous. Mais ça fait plaisir de vous retrouver en présentiel, parce que je crois que depuis 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de se revoir en vrai, et pour certains sans masque, même si la situation nous oblige à rester prudents. Donc ça fait plaisir de retrouver des échanges, et d'autant plus que ces 2 ans, ces 2 années ont été très denses en mobilisation de votre part, de la part de toutes les équipes, pour tenter de trouver des réponses et de nouvelles réponses accompagnées pour tous. Quel chemin parcouru. Et puis ces 2 années ont été très denses aussi en innovation. Et c'est de tout cela que vous allez pouvoir discuter, échanger et voir comment on continue, qu'est-ce qu'on fait de ces innovations, quelle route on se trace pour continuer cette transformation vers une société plus inclusive et vers le développement du pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. Je tiens d'abord à remercier tout le monde, tous les organisateurs, à commencer par le CREAI, bien sûr, de nous proposer cette journée d'échange et de valorisation de vos actions. Et puis à remercier particulièrement toutes les personnes en situation de handicap, leurs représentants, leurs aidants, qui assistent aussi ou qui vont suivre ces journées et qui participent au quotidien à l'amélioration de ces réponses. Remercier bien sûr la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, puisque Virginie Magnan va clôturer cette journée. Et elle a beaucoup porté ce dispositif. Remercier aussi le Conseil scientifique de santé mentale et son représentant aujourd'hui, M. Barrère, qui je crois doit être avec nous, puisque la santé mentale fait partie aussi et de plus en plus des accompagnements. Et le handicap psychique est aussi de plus en plus reconnu et prend sa place dans ces dispositifs. Remercier tous les professionnels, les collectivités territoriales, les directions d'établissement, bien sûr, qui tentent d'apporter des réponses tous les jours. Vous vous battez pour inventer et trouver des réponses à toutes ces situations, même les plus complexes, et parfois surtout les plus complexes. Les MDPH, qui sont au cœur de ce dispositif, qui ont été porteurs des projets d'accompagnement pour les réponses accompagnées pour tous, bien sûr, et la mise en place de tous ces dispositifs d'orientation permanent.
Les conseils départementaux mobilisés dans tous les cas les plus complexes et au quotidien, bien entendu, pour les personnes en situation de handicap, et les conseils départementaux qui incluent aussi la protection de l'enfance et l'accompagnement des familles. Et puis, la liste pourrait être longue, puisque nous travaillons très bien, et notamment dans le cadre de ces réponses accompagnées pour tous, avec l'éducation nationale. Ça a été très dense aussi, toutes les coopérations qui ont été faites et le développement de l'inclusion scolaire. Je pourrais citer aussi Pôle emploi et tout le service public de l'emploi et tous les partenaires de la vie courante, tous les acteurs de la société civile qui œuvrent au quotidien pour une société plus inclusive et dont on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, puisque c'est aussi ça l'enjeu. Voilà, donc je parlais de la crise sanitaire. La crise sanitaire a fait émerger certaines situations inconnues et a accentué parfois des situations spécifiques nécessitant des réponses à la fois souples, modulables, mais concrètes, durables et rapides. Et c'est au travers de ces réponses accompagnées pour tous aussi que vous avez inventé, et c'est aussi au décours de cette crise qu'ont été mises en place les communautés 360 pour élargir encore le champ des réponses. Pour l'ARS, on voit bien que les réponses apportées montrent la nécessité d'un changement de paradigme, dans le sens où les réponses à chaque personne ne pourront avoir de véritables effets que si on raisonne au niveau du territoire. Et on a besoin maintenant d'entrer dans une approche territoriale pour la transformation de l'offre médico-sociale et puis seulement d'amélioration de réponses individuelles. Ce que vous avez toujours fait d'ailleurs, mais la prise de conscience est plus forte et nous souhaitons maintenant engager des travaux qui soient plus systémiques au niveau des territoires et pouvoir parler aussi de réponses territorialisées pour tous. Alors, ça a évidemment des conséquences importantes. On le voit bien en coopération interinstitutionnelle. Ces coopérations se sont multipliées, renforcées pour certaines. J'ai cité l'éducation nationale avec les départements. L'ARS et les départements travaillent depuis toujours ensemble, et peut-être que les coopérations se sont encore renforcées. Les communautés, toutes les municipalités, bien évidemment, d'autres communautés professionnelles, et en particulier tous ceux du champ social, associatif, de l'emploi, de l'école, du loisir. Et puis, on voit bien qu'un autre enjeu est aussi l'offre à visée inclusive que tous les accompagnements proposent pour que cette offre soit tout au long du parcours de vie. On parle de palette de solutions, on voit bien que le développement des parcours de vie et de l'accompagnement de parcours de vie ne se situe plus seulement dans la journée ou le temps de la prise en charge, mais dans le temps de la vie, pour faire que la vie d'une personne en situation de handicap soit le plus possible en milieu ordinaire, dans sa famille, dans une vie normale, et répondre à ses attentes et non pas à une adaptation à l'offre qui existe. Et c'est ça tout notre enjeu. Ce n'est pas aux personnes en situation de handicap de s'adapter, mais à l'offre de faire le lien pour que ces parcours soient de plus en plus des parcours de vie dans leur milieu de vie. Ça pose donc la question à la fois de la spécialisation des interventions, de l'adaptation, de la conformité aux recommandations de bonne pratique, avec des situations de plus en plus complexes qui demandent de plus en plus de compétences très spécialisées, et puis un élargissement en même temps de l'accompagnement et un spectre très large avec du coup, un enjeu pour les professionnels de pouvoir sortir des structures, et un enjeu pour les structures de pouvoir offrir des palettes de services, de solutions en dehors de leurs murs. Et de plus en plus, ça n'est pas nouveau, ça s'étend. Et on voit bien que ce n'est qu'au travers de ces actions qu'on arrivera à avoir une démarche plus inclusive, et en s'appuyant sur les pairs aidants. Et la paire aidance a démontré maintenant à la fois c'est la justesse des solutions et l'importance du changement qu'elle pouvait provoquer, et notamment sa pertinence si on veut être dans une logique d'autodétermination des personnes. Alors, quelques exemples pour illustrer la politique volontariste de l'ARS. Alors, on a vu l'installation des communautés 360. Ces communautés qui sont déployées aujourd'hui sur 9 départements, les 3 autres sont en cours. Elles ont été accueillies différemment selon les contextes.
D'abord, il y a eu cet effet de la crise et de l'accélération, et on a commencé par des plateformes téléphoniques. Évidemment, elles sont un prolongement, elles sont une extension du périmètre de la réponse accompagnée pour tous. Ces communautés 360 n'auraient pas pu naître et ne pourraient pas être sans les réponses accompagnées pour tous et sans les MDPH. Et leur intérêt, c'est d'élargir le territoire et le temps presque, puisqu'elles peuvent intervenir en amont des réponses, en aval, en prolongement, et elles sont aussi le fruit de ce qu'on a appris avec les réponses accompagnées pour tous. Hein. Donc, elles ne sont pas un substitut jamais, et elles ne peuvent s'appuyer qu'en lien avec les travaux faits dans les MDPH. Leur intérêt a été d'élargir le cercle des personnes en recherche de solutions, d'y inclure peut-être encore davantage les personnes en situation de handicap, leurs aidants et des personnes de la société civile. Et on voit bien que on peut créer ainsi un continuum entre la réponse accompagnée pour tous, mais pour chacun, et dans la suite de la réponse accompagnée, la communauté 360 qui permet une inscription peut-être plus territoriale, plus inclusive des personnes, puisqu'il s'agit aussi d'inclure les personnes du droit commun. Voilà. Donc, elles sont un renfort et ne seront jamais un substitut. C'est ce continuum qui est intéressant et qui permet d'impliquer de plus en plus de personnes de la société civile dans la recherche de solutions. On voit bien que le déploiement des pôles de compétences et de prestations externalisées, les fameux PCPE, ont eu aussi un rôle très important. Hein, c'est de nouvelles modalités d'exercice qui permettent justement de faire participer des professionnels qui n'étaient pas spécifiques du handicap et à la fois de tenir compte de leur expérience, de leur expertise, mais de les impliquer davantage dans ces solutions et d'élargir le cercle des personnes compétentes et puis de trouver de nouvelles réponses quand les spécialistes sont un peu saturés. Et ça a permis notamment de travailler autour des troubles du spectre autistique, des zéro sans solution, de situations critiques, de trouver de nouvelles solutions. Et je salue, là encore, la créativité des acteurs pour inventer, trouver, s'adapter, proposer en incluant les personnes concernées et à faire progresser l'autodétermination. Vraiment, on est arrivé à des réponses dont on n'osait pas rêver il y a 10 ans et bravo pour tout ce chemin parcouru. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, on a 29 PCPE, voilà, dont certaines sont spécialisées, mais là aussi, ce sont des ressources très importantes. Et puis, on a vu aussi l'émergence de nouvelles professions hein, grâce à l'expérimentation de Nexem il y a quelques années avec ces accompagnants en parcours de vie. On en a une trentaine en Nouvelle-Aquitaine et je sais lors du dernier SNCPH, le Conseil national des personnes handicapées, l'Assemblée plénière du 1er avril a décidé d'un déploiement de 300 accompagnements au parcours de vie en France entière, hein, donc une volonté encore d'augmenter ce nombre d'accompagnants et on sait que ces professionnels vont permettre cette continuité justement d'accompagner les personnes dans tous les temps de vie et de faire le lien entre les accompagnements spécifiques médico-sociaux et professionnels avec toutes les compétences dont on a besoin, mais aussi ces temps qui font le lien avec la vie quotidienne. Voilà. Et c'est ça que vous construisez tous les jours. Donc vraiment, je les salue tout ce que vous avez fait, vous encourager dans vos travaux à échanger vos pratiques. On sait qu'on a de nouveaux défis, on sait que ça n'est jamais fini, mais il y a quelque chose de remarquable qui s'est passé. D'abord, on est sorti de l'espèce d'impression d'utopie qu'on pouvait avoir quand on soulevait ces idées il y a une dizaine d'années. Maintenant, on est rentré vraiment dans le concret. Vous démontrez tous les jours que c'est possible. Et donc, c'est important parce que un des freins, c'était que personne n'y croyait. Alors que maintenant, non seulement on y croit, mais on voit que c'est le changement qui est marqué. Et donc, vous rendez les choses encore plus possibles. Vous avez passé un stade, on ne viendra plus jamais en arrière. Et maintenant, c'est ce chemin qui est marqué. Et la deuxième chose que je voulais souligner, c'est que tout ce qu'on fait pour rendre une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, on fait qu'on améliore la société, on la rend plus inclusive pour tous. C'est-à-dire quand on voit les tensions et les fractures qui peuvent traverser notre société, tout ce que vous faites au quotidien pour améliorer l'inclusion, elle améliore en fait la tolérance. Ça n'est pas
où l'ouverture d'esprit et le droit à vivre son parcours de vie et l'autodétermination, ça n'est pas spécifique aux personnes en situation de handicap. Et porter ces messages-là, c'est particulièrement fort. Et je pense qu'on a beaucoup à attendre de l'amélioration portée par le secteur médico-social. Et ce qui m'a toujours attirée dans ce secteur, et la raison pour laquelle j'y avais travaillé aussi, c'est que je pense que c'est un secteur qui est porteur de progrès pour la société tout entière, bien au-delà des personnes qu'elle sert. Et donc, pour cela aussi, je veux vous remercier de tout le travail que vous faites au quotidien. Et j'espère que vos métiers seront très attractifs pour de nouveaux professionnels, parce que vous êtes porteurs de sens et que beaucoup de jeunes devraient trouver leur voie dans vos métiers. Il faut qu'on apprenne à communiquer, il faut qu'on apprenne à expliquer ce que vous faites pour que demain, ce soit un secteur attractif et que des jeunes rêvent dès le collège de dire ben moi, c'est là que je veux aller travailler et c'est là que je veux trouver mon métier, et qu'on développe les passerelles, évidemment, entre les secteurs social, médico-social, sanitaire, mais que demain, ce secteur qui est un secteur d'avenir pour la société soit vécu comme un secteur d'avenir pour les jeunes qui se projettent dans leur métier. Voilà. Merci pour tout et très belle journée d'échange à vous. Nous accueillons maintenant Jean-Yves Barrère, sociologue et président du Conseil scientifique de santé mentale France, qui va nous introduire la journée au travers des situations complexes. Merci Agathe. Tu suis le PowerPoint? Ok, super. Bonjour à tous. Oui, je vais introduire la journée sur une question qui nous rassemble tous, hein, c'est-à-dire les situations complexes. Et puis peut-être en conclusion, après avoir écouté tous les apports des uns et des autres, des recherches, des débats qui va avoir lieu, je conclurai plutôt sur l'organisation territoriale là, qui vient d'être abordée, c'est-à-dire sur cette sorte de méthode que l'on est en train de chercher depuis quelques années aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les situations complexes émergent dans les années 90, c'est-à-dire elles se rendent visibles socialement plutôt dans les années 90 et elles sont le signe de l'épuisement d'un modèle qu'on avait construit 20 ans plus tôt par les deux lois de 75, du 30 juin 75, dans lequel les réponses étaient construites à partir en termes de ce qu'on appelait les établissements, les structures spécialisées. On disait à l'époque, la deuxième loi du 30 juin, les institutions sociales et médico-sociales qui devaient correspondre à des catégories particulières de problèmes qui étaient liés à une déficience, à une difficulté sociale, à une pathologie, etc. C'est ce modèle qui s'épuise et ce modèle qui est débordé par ce qu'on a appelé les populations à la limite des institutions, justement. Et on a vu comme ça arriver ce qu'on a appelé les incasables, les inadéquates, les sans solution. Et puis, je me rappelle d'une recherche que nous avions faite il y a très longtemps, je ne sais pas si tu t'en souviens, Patricia, sur les instituts de rééducation. Et ce qui revenait le plus souvent, quand on leur demandait mais pourquoi vous recevez pas telle personne qui a été orientée, etc., eh bien la réponse était mais ils sont hors agrément. Et ça, c'est très symptomatique de ce que cela signifiait dans la manière de traiter ces questions de gens qui étaient hors agrément. Voilà, ils étaient hors de la compétence particulière et singulière. Voilà, donc on a commencé à travailler là-dessus. Je dirigeais le CREAI de France et je travaillais avec la NCREAI. On a commencé à travailler sur ces situations justement qui étaient hors cadre, hors norme, hein, comme dit Nakache et Toledano. D'ailleurs, avant ça, le premier gros travail que l'on a fait, c'était avec l'ARH, c'était les anciennes ARS, concernait les patients au long cours séjournant dans le secteur psychiatrie privée et public en Île-de-France, et on avait montré et qu'il n'y en avait rien à faire évidemment en psychiatrie, et on avait montré comment il y avait toute une série de gens qui relevaient plutôt des maisons d'accueil spécialisées, des femmes, etc., des foyers d'accueil médicalisés. Et à l'époque, on était complètement coincés parce que les contraintes budgétaires faisaient que les gens du médico-social disaient non mais attendez,
vous nous dites qu'il y a 334 personnes en Île-de-France qui devraient aller en masse, mais où est-ce qu'on prend l'argent? Et il y avait tout un travail autour de l'argent qu'il fallait prendre du côté du sanitaire, c'est-à-dire déplacer les enveloppes. Voilà. Depuis, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais vous imaginez, il y a 20 ans, ce que cela signifiait. Donc, on a commencé à travailler sur ces situations-là. On a commencé par ce qu'on appelait les jeunes en situation d'incasabilité, qui, à la fois dans le médico-social et dans le social, à l'ASE et dans les ITEP, les IR, on appelait ça à l'époque, effectivement, étaient en rupture de parcours. On a commencé à approcher un certain nombre d'éléments. On a commencé à mieux comprendre ce que signifiaient les situations dites complexes. Et puis, on a travaillé ensuite sur les situations de grande vulnérabilité, notamment du côté de du côté des troubles psychiques et des stades 3 de la maladie d'Alzheimer, sur 2 régions, Rhône-Alpes, Île-de-France, etc. On a repéré ces équilibres instables. Sur quoi tenaient, sur quel type de ressources très très précaires reposaient ces situations très instables. Et puis évidemment, on a travaillé ensuite sur une très grosse enquête avec plusieurs régions sur les situations de handicap complexes, pour laquelle, on va le reprendre tout à l'heure, on a fait une proposition de définition, puisque en fait le problème qui se posait, c'est que les différents intervenants ne parlaient pas de la même chose, ils n'utilisaient pas les mêmes approches et forcément, ils n'avaient pas les mêmes avis, donc personne ne pouvait mettre en place ce qu'on appelle une stratégie globale d'intervention. Voilà, ça c'était en 2013. Et puis depuis, bien sûr, il y a eu l'affaire Amélie Loquet, le rapport Piveteau, auquel certains d'entre nous ont participé, qui a mis les choses au point. Et suite à ce rapport Piveteau, bien sûr, avec Madame de Saulle, a été mis en place le processus d'une réponse accompagnée pour tous. Moi, j'étais m'occuper du conseil scientifique de la CNSA. On a commencé par 17 expérimentations, on a vu comment ça fonctionnait, et le principe, c'était de généraliser. C'est ce que l'on a fait par la suite. Voilà. À l'époque, d'ailleurs, dans les premières expérimentations, on n'avait pas de réponse des établissements. Les PCPE, c'est une réflexion autour du cabinet de Madame de Saulle, etc., et d'un certain nombre de gens, parce que les établissements ne répondaient pas. Et pourquoi ils ne répondaient pas? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Le PCPE, c'est la première fracture, la première effraction, si vous voulez, du système qui va être changé, réfléchi et tout ça par la suite, et qui va donner l'approche Séraphin, etc. C'est la première fracture. En se disant, de toute façon, on n'aura pas, si on sort pas des contraintes tarifaires et réglementaires, on va pas s'en sortir. Et les PCPE, au départ, c'est ça. Donc, on trouve quelque chose qui est bricolé d'une certaine manière, mais on sait bien qu'il va falloir avoir une réflexion beaucoup plus large sur l'approche tarifaire à ce moment-là. Et puis ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est à partir de la définition des situations complexes que je vais rappeler, qui avait été définie en 2013-2014. C'est une recherche qui vient de paraître, qui aujourd'hui qui concerne les situations complexes d'autisme et qui apporte des éléments nouveaux sur ce qu'on appelle aujourd'hui les situations complexes. Vas-y sur la prochaine. Voilà. La première définition partagée 2013-2014, qui a été repris après par Schéma national handicap rare, puis par un certain nombre de textes, c'était simple, c'était de dire que une situation complexe, c'est le résultat entre 3 types de difficultés qui s'engendrent les unes les autres. D'abord, l'intrication et la sévérité des altérations organiques et ou des difficultés sociales rencontrées par les personnes, premier niveau de complexité, mais que cela entraîne le caractère problématique d'une évaluation globale et partagée, tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement les acteurs se positionnent à partir de catégories cliniques ou de disciplines, si vous voulez, qui font qu'ils n'arrivent pas à aboutir, si vous voulez, à une évaluation globale et partagée. On prenait souvent la situation de l'ASE suivant un gamin qui était très 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 fortement perturbé,
arrivée, et la psychiatrie générale qui suivait la maman qui avait des troubles psychiques, etc. La psychiatrie générale disant mais la maman elle a besoin de ce rapport avec son enfant, et l'ASE disant mais cet enfant est complètement il part dans tous les sens justement dans ce type de rapprochement. Personne n'arrivait à avoir une évaluation globale de la situation. Voilà. Et ce deuxième niveau entraîne un troisième niveau, c'est que eh bien chacun des professionnels nécessaires et insuffisants d'ailleurs, nécessaires à la situation, n'arrivait pas à mettre en place une stratégie globale partagée dans laquelle les uns et les autres savent à quoi ils servent et à quoi servent en complémentarité l'action de tel ou tel autre service. Voilà. Et ce que nous disions effectivement, c'est que la complexité d'une situation de handicap se comprend toujours dans un contexte de connaissances et de méconnaissance de données. Ce qui était complexe hier ne l'est pas forcément aujourd'hui et ne le sera pas forcément demain. Donc on partait de cela. Qu'est-ce qu'apporte l'étude que nous venons de terminer, qui était ciblée sur des situations complexes d'autisme? Ce qui était très intéressant, c'est qu'en Île-de-France, nous avions une base de données extrêmement riche, puisqu'en 2010, on avait mis en place ce qu'on appelle le dispositif SCATED, situation complexe d'autisme. Ça s'appelait à l'époque, on l'appellerait plus comme ça, et troubles du développement, et que nous avions 2100 à 2200 situations qui avaient été renseignées, et on a pu analyser 452, vous voyez, sur 2100 situations, c'est-à-dire quelque chose de très solide de situations entre 2010 et 2018 où nous avons fait l'enquête. Voilà, donc c'était une base qui était je crois, unique en France. Je ne sais pas si ça existe en Europe, mais au moins c'était unique en France, sur lequel nous pouvions travailler. Et nous avons, avec les unités mobiles d'intervention, l'USIDATU, enfin tous les gens qui construisent ce dispositif, on a renseigné plus particulièrement ces 452 situations pour pouvoir traiter d'un certain nombre d'éléments. Et on s'est aperçu qu'il y avait des facteurs personnels et contextuels de renforcement de l'habilité, au moins autour de trois questions plus une, comme les trois mousquetaires. D'abord, comme facteur de renforcement, d'une part, il y a ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire que, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous avions, si vous voulez, nous étions partis d'une base qui était la population autiste accueillie sur le territoire d'Île-de-France. Ça s'appelle l'enquête ES, on avait traité l'enquête ES. Donc nous connaissions les caractéristiques des personnes autistes au moins accueillies dans le médico-social. Et donc nous pouvions faire la comparaison avec les personnes qui avaient nécessité l'intervention d'un dispositif particulier qui s'adressait aux situations complexes. Et c'est cette comparaison-là qui nous permet d'extraire ces facteurs-là. Donc trois facteurs importants. D'une part, une fréquence beaucoup plus importante des comorbidités somatiques et psychiatriques, comme vous pouvez le voir. Deuxièmement, une fréquence beaucoup plus importante par rapport à la population avec autisme en Île-de-France de la déficience intellectuelle et notamment de la déficience intellectuelle profonde. Et troisièmement, une fréquence beaucoup plus importante à la fois des troubles de langage et de la communication. Et tout ça s'accompagnant d'une forte prégnance des troubles du comportement sur l'hétéroagressivité, l'intolérance à la frustration, etc. Voilà. Ça, c'était les facteurs qui viennent renforcer en tant que tels ces situations complexes. Vas-y, passe-le. Voilà. Donc, on s'est interrogé, on s'est dit, mais comment ça fonctionne? Ce qui était intéressant, c'est de repérer qu'il y avait un processus délétère de vulnérabilité. Si on prenait les vulnérabilités familiales, les vulnérabilités cliniques qui étaient très repérées, définies, etc., on s'apercevait qu'il y avait une présence très forte dans chacune de ces situations de vulnérabilité croisée.
Hein. Donc, on a les chiffres globaux en premier, mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était la fréquence des combinaisons de vulnérabilité. Hein. Vous voyez, une vulnérabilité clinique, ça s'accompagne d'une vulnérabilité familiale, qui s'accompagne d'une vulnérabilité de l'offre, qui s'accompagne, etc. Voilà. Donc, nous avions comme ça des triptyques même de vulnérabilité, qui nourrissait ce qu'on appelle un processus délétère de renforcement des vulnérabilités. Hein, puisque ce qui nous intéressait, nous, c'était de voir comment on peut freiner, comment on peut prévenir ce qui était en train les situations que l'on observait. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, on a pris 12 situations diversifiées, c'est-à-dire que l'on pouvait retrouver, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques diversifiées qu'on avait trouvées dans ces 452 situations, pour pouvoir analyser ce processus délétère de renforcement des vulnérabilités. Hein, ce qui nous importait, c'était de savoir comment ça a marché. Jacob, à un moment donné, dans son rapport il y a 10 ans, il disait 1 plus 1 égale 6, c'est-à-dire un problème, une difficulté plus une autre difficulté, ça ne fait pas 2 difficultés, ça en fait 6. Nous, on essayait de comprendre comment ça fonctionnait, ce processus-là. D'une part, on est revenu sur le fourre-tout des troubles du comportement. Quand on parle des situations complexes, tout de suite, à 90%, on parle de troubles du caractère et du comportement. Mais en dessous de cela, on dit un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde utilise, par exemple, des catégories cliniques. Hein, l'intolérance à la frustration, mais on utilise ça pour des personnes autistes avec comorbidité, mais aussi à l'éducation nationale, parce qu'il y a un enfant qui est passage à l'école, quoi. Donc, cette catégorie clinique, elle s'applique à des situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein, et même dans la définition de ce qu'on utilise au quotidien, alors il y a bris d'objets, c'est très précis, tout le monde utilise la même chose, intolérance, rigidité cognitive, qui n'est pas un trouble du comportement d'ailleurs, toute une série de choses qui en fait donnent un fourre-tout auquel on ne comprenait rien. Donc on a préféré, nous, une approche de nos amis québécois qui différencie les comportements de cette manière-là. D'une part, il y a des comportements qui sont atypiques. Un comportement atypique n'est pas un comportement qui pose un problème, il est juste atypique. Voilà. C'est une manière d'agir, tout simplement. Il y a des comportements qui sont inadéquats, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à l'objectif que la personne s'est fixé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas logique. C'est souvent très logique, très pertinent même, dans la manière de faire, sauf que c'est inadéquat par rapport à l'objectif qui est visé. Et puis, après, on peut repérer des comportements qui sont problématiques, c'est-à-dire qui sont problématiques dans la vie quotidienne de la personne, c'est-à-dire qu'aboutissent à des choses qui ne correspondent pas à ce que la personne attend, et in fine, disent nos copains québécois, il y a les troubles graves du comportement, c'est-à-dire qui mettent en péril ou en danger à la fois la personne et son entourage. On trouvait que c'était beaucoup plus précis et qu'on pouvait s'entendre là-dessus, plutôt que d'essayer de savoir si effectivement il était vraiment intolérant et que ça se couplait avec des bruits d'objets et une auto-agressivité ou une hétéro-agressivité, qui est intéressant d'un point de vue clinique, mais pas du tout intéressant pour construire une stratégie globale d'intervention. Et à partir de là, on a repéré 7 axes problématiques dans ce processus de renforcement. Premièrement, premier axe problématique qui participe, quand je parlais des familles, en fait, je parle des ressources à disposition des familles, c'est-à-dire à la fois des ressources financières, mais surtout une ressource très importante qui est la ressource humaine. Quand une famille elle est monoparentale, il n'y a plus qu'un parent. Et quand il y a les troubles graves du comportement, je peux vous dire que là, ça fait exploser les choses. Mais des ressources humaines, mais aussi, on va le voir, qui créent un équilibre instable, et qui fait en sorte qu'il va y avoir un épuisement beaucoup plus important. Donc, ces ressources à disposition humaine, si elles ne sont pas accompagnées, elles vont devenir un facteur de faiblesse qui va pouvoir, à un moment donné, exploser si on n'intervient pas tout de suite. Hein, je pense à une famille seule vivant en hôtel social avec des papiers pas régulés, le gamin qui a 16 ans et qui peut pas sortir dans la rue. Je peux vous dire, ça c'est quand même particulièrement explosif. Deuxième
élément du processus, l'intrication et la sévérité des troubles, on l'a vu sur les comorbidités psychiatriques, etc., et sur la question du langage, du trouble du langage, le trouble du comportement. Le trouble du langage et de la communication, pardon. Le trouble du langage et de la communication est d'autant plus fort que les gens en face ne comprennent pas bien la manière dont la personne s'exprime. Et donc, ça aboutit au fait qu'il y a par exemple, en Île-de-France, peut-être ici aussi, lorsqu'il y a autisme important, plus déficience sensorielle importante, c'est-à-dire des gens qui sont aveugles, tout à fait aveugles ou tout à fait sourds, alors ça, les gens ne savent pas répondre concrètement, ou lorsqu'il y a autisme et troubles psychiques graves, c'est la même chose. Donc ça posait ce problème-là. Deuxième question autour de ça, c'est que il y avait un problème en termes de difficulté d'approche de l'autisme par les professionnels qui était vraiment un obstacle à la continuité des soins. Et puis, surtout la présence massive des comportements problématiques qui, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette intrication clinique, épuise totalement les aidants et entraîne une vulnérabilité à la fois familiale, sociale, et une dégradation ou un retrait de l'offre d'accompagnement. La troisième chose qui nous a intéressés, c'est les manifestations des comportements problématiques avec des facteurs de compréhension importants. On s'est aperçu qu'il y avait une méconnaissance des acteurs sur le repérage des signes de la douleur et du mal-être, notamment lorsqu'il y a de fortes limitations en termes de communication, et que le fait d'être parent ne suffit pas à comprendre son enfant quand il a mal quelque part. Beaucoup de mères de famille nous ont dit que la rage de dents ou les problèmes gastriques, etc., elle l'avait su. Elle cherchait, bien sûr qu'elle cherchait, mais elle l'avait su le jour où il est allé à l'Usidatu et à l'hôpital, et qu'on s'est interrogé sur cette question-là. Mais c'est pas parce qu'on est parent qu'on a cette force magique de comprendre une personne qui ne communique pas. Troisièmement, les comportements problématiques sont d'autant plus graves quand les limitations de communication sont fortes et les modes de compréhension par l'entourage sont faibles. C'est ça qui structure les choses. Donc là, en termes d'orientation, évidemment, il y a quelque chose de tout à fait important. Dans les manifestations, ce qui casse les gens, surtout dans ces situations-là avec troubles du comportement, c'est la soudaineté et l'imprévisibilité des crises, qui sont un facteur de tension très forte. C'est-à-dire que les uns et les autres, aussi bien les professionnels que les parents, nous disent que ça nous mine. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça renvoie à notre sentiment d'impuissance parce qu'on pense qu'on sait faire. Et en fait, à chaque fois, ça nous coupe l'herbe sous les pieds, quoi. Et puis surtout l'environnement physique, quand on habite en HLM, etc., et l'isolement des parents, l'absence de tiers participent à la production de ces comportements problématiques. Voilà. Surtout si les acteurs n'ont pas la même position dans la manière de réagir ou d'agir par rapport à ça. La suite, voilà. Sur les parcours bon, ça vous savez bien que les ruptures de parcours sont très importantes, ils le sont aussi. Quand on analyse des parcours de vie, c'est ce qu'on a fait évidemment sur chacune des situations, on s'aperçoit qu'il y a quand même une très très forte limitation des institutions ordinaires. Dans tous les parcours, ça revenait de manière assez forte. Sur les crèches, les écoles, les haltes garderies, les médecins de ville, les hôpitaux, à proposer quelque chose d'acceptable, on va dire ça comme ça. Donc il faut vraiment intervenir sur les premières lignes. Et puis parfois des difficultés aussi des établissements à la fois médico-sociaux et sanitaires à venir désenclencher ou désamorcer le processus interactif, qui est toujours un processus interactif des troubles du comportement. Nos copains suisses et nos copains québécois travaillent beaucoup sur cette question. On ne travaille pas suffisamment en France autour de ça. Voilà. Et évidemment, allez, oui. Et les Belges aussi, tu as raison. Et voilà. Ben oui, Eric Willet, bien sûr, travaille beaucoup sur cette interactivité, et c'est là que ça se passe. Et donc, il y a un travail auprès des équipes qui est intéressant. Ensuite,
Donc il faut former les premières lignes, etc. Voilà. Le cinquième, c'est les conditions de vie. Les conditions de vie, c'est l'espace domestique. Il y a des gens qui sont plus ou moins riches. Il y a des grandes différences dans les familles que l'on a repérées en termes de finances. Mais la construction de l'espace domestique et de son usage, si c'est inadéquat, si la taille et le nombre des personnes occupants, en fonction de la fratrie, s'il y a une fratrie ou pas des fratries, ça c'est tout à fait essentiel. Et souvent, ces familles-là sont seules et on n'intervient pas. Parce qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas de capacité à intervenir directement pour être auprès des familles dans le quotidien. Hein, il y a des équipes mobiles d'intervention, des unités mobiles d'intervention, mais elles n'ont pas cette fonction particulière qu'on va retrouver aussi dans d'autres pays. C'est-à-dire que si, pour la RAPT, il n'y a pas de solution, que la famille elle est toute seule, alors il faut pouvoir avoir soit des masses à domicile, il faut pouvoir intervenir à domicile. Et s'il faut intervenir à domicile en étant présent même la nuit, il faut pouvoir intervenir en étant présent même. Mais on ne laisse pas une situation dans cet état-là lorsque l'espace domestique ne correspond pas et au contraire est en train de faire exploser la famille. Voilà. Et quand ça s'organise avec un environnement et un accès au transport qui est pas possible, voilà ce que ça peut donner. On a travaillé sur un sixième point, c'est le seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'on essayait de comprendre quel était le seuil du supportable, c'est-à-dire à quel moment le sentiment d'épuisement, de dépassement et d'impuissance pouvait se produire. Ça paraît un peu idiot de travailler là-dessus, mais pour nous c'était important que les gens formalisent cela, même si on le sait, le seuil du supportable, lorsque vous êtes tout seul et que vous, de toute façon, personne il n'est jamais atteint. Mais essayer de parler avec les gens, de discuter, parce qu'on a rencontré évidemment les personnes, les familles, les professionnels, hein, j'ai oublié de le dire, mais voilà, c'était un regard croisé. Ce qui apparaît dans le seuil du supportable, c'est qu'il est atteint lorsque la situation elle est bloquée et isolée, qu'elle perdure et qu'il n'y a pas de soutien ni de tiers. Elle est atteinte du fait de l'imprévisibilité. Elle est atteinte, tout ça se croise évidemment, du fait que l'attention de tous les instants que nécessitent les conséquences de cette situation complexe qui se manifeste parfois par des troubles graves du comportement et épuise physiquement et mentalement les personnes qui accompagnent. Et puis, elle se manifeste lorsque le papa et la maman ont par exemple, ou deux professionnels qui interviennent dans la situation ont des positionnements qui sont différents, qui fait que personne ne comprend rien, puisque on essaye de dire attends, moi je vais essayer de faire comme ça, toi tu fais comme ça, mais en fait, on s'aperçoit que la personne elle comprend pas ce qui est en train de se passer, et ça démultiplie voilà. Et puis évidemment, bien sûr, la prise de force à l'adolescence y participe. Septième et dernier point, il existe des pratiques tout à fait intéressantes que l'on a repérées, mais surtout avec des savoir-faire pratiques qu'on pourra travailler si vous voulez, mais surtout l'attente des acteurs, c'est qu'il y ait une cohérence organisationnelle globale sur les territoires, une méthode de travail en commun, et ce qu'ils disent souvent, c'est avoir des appuis, aussi bien les familles que les acteurs. Avoir des appuis, s'appuyer sur quelque chose, c'est-à-dire que les choses ne glissent pas, qu'on ne soit pas que dans les discours et que dans les communautés 360, que ce soit quelque chose de concret et surtout cohérent dans l'approche que l'on en a. Donc ça, c'était important. Deuxième chose qui est importante, dans ces situations très complexes d'autisme, il faut prendre le temps et avoir l'espace pour comprendre à quoi servent les troubles graves du comportement, à quoi ça sert. Et donc, par exemple, on a un organisme qui s'appelle le Silence des Justes, c'est hors norme, le film hors norme et tout ça. Le film hors norme a été fait sur la population et avec les gens avec qui on a travaillé. Hein. Tout ça, c'est des gens qui se retrouvent, qui discutent ensemble, etc. Et au Silence des Justes, on prend le temps et l'espace, 3 mois, pour essayer de comprendre à quoi servent les troubles du comportement et pour savoir dans l'interaction comment ça se construit.
Et ça, ils ont été le chercher en Belgique, chez Eric Willet, qui travaille à Mons. Ils ont été le chercher, évidemment, au Québec, parce qu'il fonctionne aussi comme ça. Les outils existent, on les a, et on pourrait les mettre en place en France. Voilà. Ils préfèrent ça pour prendre le temps d'une évaluation collective, quotidienne, nuit et jour, informelle, clinique, pragmatique, inventive. Et ça, il faut le mettre en place. Et puis, voilà, là-dessus... dans les pratiques parentales aussi, en situation de troubles graves du comportement, il faut, notamment en situation d'autisme, il faut faire l'inverse des approches éducatives, c'est-à-dire qu'il faut relâcher tout, relâcher la pression, et ne pas que cette pression qui est alimentée par des configurations spatiales, des situations éducatives, des stimulations, ça, il faut arrêter ça, au contraire. Et il faut travailler à construire des appuis et voilà. Et puis dans ce travail-là, parce qu'il y a toute une action pour répondre, on va le voir sur ce qu'on appelle les unités résidentielles des situations très complexes qu'on est en train de mettre en place un peu partout en France, là que j'accompagne sur la France entière. Et il faut savoir que ces unités résidentielles, c'est pas les situations pérennes. C'est que à partir de là, il faut préparer ce que nos amis québécois appellent des plans de transition, c'est-à-dire et après, quel est ce qu'ils appellent l'espace de vie convenant pour les personnes. Hein. C'est-à-dire que c'est pas régler la crise à un moment donné, c'est quoi l'espace de vie convenant. On pourra y reparler si vous voulez. Voilà. Donc ça, j'en parlerai plus tard sur le mode d'organisation. Tu peux passer sur... ça, c'est des propositions actuelles et on va les comparer peut-être avec ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine et on y reviendra. Ça aussi, on peut passer. Au niveau national, il y a des rapports, etc., qui soutiennent ce qu'on est en train de mettre en place et qui posent la question de la cohérence, justement, entre DAC, Communauté 360, etc. Hein. En France, on fonctionne par sédimentation, je reviendrai là-dessus, ça me semble très important, au lieu de fonctionner par implémentation. Sédimentation, c'est on rajoute des couches, je crois, systématiquement. Et à chaque fois qu'on rajoute des couches, on prend un organisme gestionnaire qui va gérer la couche. Hein. À la fin, la couche, elle fait tomber le bébé, hein, parce qu'elle est remplie de... Voilà. Donc, il faut faire attention à ça et plutôt viser sur une approche d'implémentation. Aujourd'hui, c'est important. Et puis, dernière diapo... Non, elle est pas là. Ce que je voudrais dire, c'est que ces résultats de recherche, ils sont le fait toute une équipe, dont Patricia Fiacre, qui est au Créail de Nouvelle-Aquitaine, qui a beaucoup œuvré pour ce travail, Claudine Laurent et Lydie Gibet du Créail Île-de-France, et puis tous les professionnels du dispositif SCATED qui nous ont aidés, avec des participations des familles qui ont été très fortes, avec des rencontres extrêmement fortes entre les chercheurs, les professionnels et les familles. Donc ces données, elles sont liées à l'ensemble de cette coopération-là. C'est cette coopération-là qui a abouti à ces données. Donc merci de nous avoir écoutés et pas de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup Jean-Yves. Peut-être y a-t-il des réactions, des demandes d'éclairage complémentaires, des points particuliers ou des questions tout simplement adressées à Jean-Yves? Bon, apparemment, soit endormi tout le monde, soit été d'une clarté totale. Ah si, il y a un monsieur qui... Est-ce qu'on a des micros ? Il y a des nœuds dans la communication ici aussi. Ouais, c'est ça, ouais. On va vous atteindre, vous allez voir.
Bonjour. Non, oui, il y a deux choses qui m'ont interpellé, que j'aurais envie de vous dire. Bon, ce que je relevais là dans les critères que vous mettiez en avant là, pour caractériser les situations complexes, il y en a un que j'ai pas vu, mais peut-être qu'il est finalement en filigrane. Vous avez parlé par exemple de l'imprévisibilité, mais je voyais pas la question de la récurrence, parce que à la rigueur, j'ai l'impression plutôt, bon, pour les vivre au quotidien, que finalement on sait que ça va péter. Donc ça vient aussi peut-être dans le filigrane, je pense qu'il y a la notion du sentiment d'impuissance que vous avez nommé, mais effectivement, je trouvais que ça manquait un peu peut-être. Enfin, c'est pas que ça manquait, j'ai pas de critique à faire, ce que vous avez présenté, c'est très complet. Et la deuxième évocation, puisqu'on est aussi aux prises, comme peut-être beaucoup de gens qui sont dans cette salle, sur ce que vous avez pointé, sur ce qu'on a pu nommer encore hier, je sais avec mon directeur de manière assez virulente, un partenaire, cette difficulté à développer des stratégies globales et à s'entendre. Parce qu'effectivement, face à cette impuissance, assez régulièrement, on se demande qu'est-ce que l'autre fait mal, fait pas ou pas assez. Et du coup, je me dis en étant venu participer ici, je me dis, tiens, mais premier acte, c'est comment on croiserait les espaces de formation. Alors, je le suppose, mais peut-être j'en suis pas sûr, j'ai l'impression qu'on est tous très estampillés sanitaires, médico-social dans cette pièce. Je pense que la protection de l'enfance a aussi ses propres dispositifs de formation. Donc déjà, effectivement, pour bien commencer, formons-nous ensemble. Merci. Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors la récurrence, j'ai pas insisté parce que c'est tellement quasiment évident. Mais cette récurrence, elle est aussi le fait qu'on a des difficultés à prévenir le processus de renforcement des vulnérabilités. Elle est liée à cette question-là. Elle est liée au fait aussi qu'on a du mal à travailler sur les interactions, c'est-à-dire les contraintes environnementales et les interactions telles qu'elles se produisent qui font qu'à un moment donné, ça pète. Vous le dites vous-même, vous savez que ça va péter, mais vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de conditions interactives, environnementales, qui font que les choses vont s'organiser. Et donc, vous vous préparez plutôt à ce qui va se passer plutôt qu'un travail accompagné, soutenu avec des appuis pour pouvoir désamorcer. Tout le travail de nos collègues, c'est de faire, voilà, même s'il faut changer l'environnement. Et la deuxième chose, mais vous y êtes, je ne voulais pas l'aborder maintenant, bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Le plus important, de toute façon, c'est comment on fait, c'est-à-dire comment on s'organise territorialement, pas en rajoutant des couches à chaque fois, mais comment concrètement on met en place des choses pertinentes. Une des orientations qui est dans la recherche, bien entendu, c'est pas simplement c'est à la fois des formations, mais aussi c'est des stages systématiques, c'est-à-dire qu'on va chez l'autre. Sur un territoire, c'est facile à organiser. S'ils veulent faire des communautés 360, bah, pourquoi pas? Alors ça, c'est la première chose à mettre en place, quoi. On va voir chez l'autre, on va voir comment l'autre fonctionne, comment il tourne. On réfléchit, on analyse, on critique même. On s'autocritique les uns et les autres et on met en place ce que moi j'appelle la pérédance professionnelle sur des situations complexes. C'est très intéressant. Voilà, mais ça, c'est des pistes, on en reparlera. Et dedans, au cœur de cela, il y a la manière dont les uns et les autres se forment de manière collective. Oui, vous avez raison. Bonjour. Tous les éléments que vous avez développés sont d'autant plus intéressants que sur le terrain, effectivement, on les constate, on les a pas analysés à ce point-là, mais tous les éléments sont bien en place. J'aurais tendance à dire, c'est peut-être un peu tôt dans la journée, mais j'aurais peut-être tendance à dire que on rajoute de la difficulté à tout ça, même si les intentions sont bonnes, il y a plein de choses qui ont été créées, on intervient de plus en plus, on est de plus en plus dans la prévention, dans l'accompagnement, beaucoup dans la réaction, si on prend en compte les troubles du comportement. Et ça pose, à mon sens, plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on est, même si ça semble logique et facile de le dire, dans une individualisation, je dirais quasiment à outrance de certaines situations où chaque pas en avant nécessite un étayage surdimensionné par moment, peut-être, quand on prend un peu de recul. Et la deuxième chose, c'est que vous parliez à un moment donné d'avoir un espace de temps et de travail et de réflexion, et on aurait besoin de ce temps pour peut-être par moment
modéliser, optimiser un certain nombre de réponses que moi je trouve pas sur le terrain. Ben c'est ce qu'ont fait nos amis québécois avec leur le service québécois des troubles graves du comportement. C'est une réflexion qu'ils ont mis en place sur le territoire avec un service central et des structures. Ils sont financés aussi pour réfléchir à leurs actions. C'est-à-dire que pour que le modèle devienne de plus en plus pertinent. En plus, c'est idiot parce ils sont aussi bien évalués que les autres, hein. Ils sont évalués sur leurs résultats, etc. Mais ils ont un temps qu'il faudrait introduire dans Séraphin, par exemple, pour réfléchir à la pertinence de leurs résultats. Ils sont tout le temps en train de revoir leurs outils et ils publient des outils. Les outils sont toujours provisoires et à chaque fois, on reconstruit les choses. Et là, on perd pas d'argent, hein. La collectivité publique gagne de l'argent en faisant ça, parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Ils ont une réactivité beaucoup plus forte. Ils ont des équipes qui sont pas des UMI comme ici, mais des équipes mobiles. Ils peuvent intervenir directement, voilà. Et ce que vous disiez, ils ciblent bien lorsque sur une situation, là, il faut mettre le paquet, parce que de toute façon, il y a urgence et que ça part dans tous les sens. À d'autres situations sur lesquelles c'est pas cette réponse-là qu'il faut, c'est une approche plus communautaire, c'est une réflexion sur dans la structure d'accueil, etc. Et la transformation de l'offre, ça aide beaucoup à la transformation de l'offre. Voilà. Et puis il y a un élément très très important aussi que j'ai pas parlé, mais dont on reparlera, c'est que c'est pas que de la pédagogie qu'il faut apporter, il faut aussi accompagner les responsables d'équipement. Les cadres à transformer leur projet d'établissement, etc. Il y a un rapport entre l'organisation pour répondre aux situations complexes et ce qui est en train de se faire sur la transformation de l'offre. Un rapport très fort, je pense. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la séquence suivante. Vous aurez l'occasion de rééchanger avec Jean-Yves en fin de journée, ne vous inquiétez pas. Et donc, Agathe